Après les funérailles de mon mari, mon fils m'a conduite sur une route isolée et a dit, c'est ici que tu descends. La maison et l'entreprise sont à moi maintenant. Je suis resté dans la poussière, serrant mon sac, alors qu'il s'éloignait sans un regard en arrière. Pas de téléphone. Pas d'argent. Et c'est là que j'ai réalisé, je n'étais pas seul. J'étais libre. Mais il n'avait aucune idée de ce que j'avais fait avant la mort de son père. Je suis né Naomi Marie Blackwood, suis devenu Naomi Canton en épousant Nicolas en 1981, et suis resté cette personne jusqu'à il y a 3 semaines, le lendemain de son enterrement. J'ai 68 ans, des mains arthritiques qui se souviennent encore de la façon de faire le pain au levain que mon fils Brandon me réclamait le dimanche matin, et de la sensation des cheveux de ma fille Mélissa quand je les lui tressais pour l'école primaire. Je vous raconte cela pour que vous compreniez qu'avant que tout ne s'effondre, j'étais simplement une mère qui croyait avoir élevé de bons enfants. Le cancer de Nicolas a mis 14 mois à le tuer. Pancréatique, le bourreau silencieux qui vous donne juste assez de temps pour mettre vos affaires en ordre, mais pas assez pour vraiment vivre avec cette connaissance. Nous l'avons gardé secret au début, juste entre nous. Nos enfants étaient occupés par leur propre vie. Brandon avec sa carrière de consultant financier à Boston qui semblait l'obliger à manquer toutes les grandes fêtes. Et Mélissa avec ses entreprises de bien-être perpétuellement en faillite à Denver qui, d'une manière ou d'une autre, avait toujours besoin d'un autre investissement de papa. Ils n'ont pas encore besoin de ce fardeau, avait dit Nicolas, fixant le plafond de notre chambre, la morphine rendant ses paroles légèrement pâteuses. Laisse-les vivre leur vie un peu plus longtemps sans cette ombre. J'ai hoché la tête parce que je l'aimais. Mais je savais mieux. Je connaissais nos enfants. Quand ils sont finalement arrivés à notre modeste ferme à la périphérie de Millfield, en Pennsylvanie, la même maison où ils avaient grandi, où Nicolas et moi avions bâti les vergers de la famille Canton à partir de 20 acres de pommiers négligés pour en faire l'une des exploitations fruitières biologiques les plus respectées de l'État. Ils ne sont pas venus avec du réconfort. Ils sont venus avec des questions sur le testament. « Maman, j'essaie juste d'être pratique », a dit Brandon, sa voix prenant ce ton condescendant qu'il avait perfectionné quelque temps après son premier bonus à 6 chiffres. Nous étions assis à la table de la cuisine, Nicolas dormant à l'étage, quand il a abordé le sujet pour la première fois. Les factures médicales doivent s'accumuler. Avez-vous envisagé de déménager dans plus petit? L'entreprise ne doit pas être facile à gérer seule pour toi. Brandon avait quitté Millfield à 18 ans, déclarant que la petite ville de Pennsylvanie était aussi étouffante que la terre qui avait payé pour son éducation. Il ne venait que lorsque c'était absolument nécessaire, séjournant généralement dans un hôtel plutôt que dans sa chambre d'enfant, car l'air de la campagne aggrave mes sinus. Mais soudain, pendant les dernières semaines de son père, il développa un profond intérêt pour l'entreprise familiale qui l'avait embarrassé tout au long de son adolescence. Mélissa est arrivée 3 jours plus tard, apportant avec elle 6 valises et l'odeur de l'échec coûteux. 5 entreprises de bien-être en 8 ans. Chacune lancée avec l'argent de son père. Chacune abandonnée desquelles exigeait un vrai travail. Mais elle a serré Nicolas dans ses bras avec de vraies larmes et a dormi à côté de son lit la nuit avant son décès, c'est pourquoi j'ai encore du mal avec ce qui a suivi. Les funérailles furent modestes, exactement comme Nicolas l'aurait voulu. Il a été enterré sur une colline surplombant les vergers où les fleurs de printemps commençaient à peine à apparaître. Je me tenais entre mes enfants alors qu'on le descendait en terre, les bras de Brandon raides autour de mes épaules. Mélissa pleurait ouvertement dans un mouchoir monogrammé que je n'avais jamais vu auparavant. « Il est en paix maintenant », a dit le pasteur. Et je me suis demandé si c'était vrai ou juste quelque chose que les gens disent quand quelqu'un meurt après une longue souffrance. Nicolas et moi n'étions pas religieux, mais nous avions maintenu la convention sociale d'une présence occasionnelle à l'église, assez pour que le pasteur William sache se concentrer sur l'amour de Nicolas pour la terre plutôt que sur une quelconque récompense céleste. Ce dont je me souviens le plus de ce jour, c'est le silence qui a suivi. La maison en résonnait alors que les gens déposaient des plats cuisinés et parlaient à voix basse de la gentillesse de Nicolas, de son intégrité, de la façon dont il avait aidé Monsieur Peterson à sauver sa ferme laitière pendant la récession ou employé les garçons Wilson quand ils avaient besoin de travail d'été. Personne n'a mentionné comment il avait bâti notre entreprise à partir de rien tout en élevant 2 enfants qui semblaient n'avoir hérité d'aucune de ses valeurs. J'ai préparé les chambres d'amis, ai-je dit à Brandon et Mélissa ce soir-là, alors que les derniers visiteurs partaient. Je pensais que nous pourrions passer demain à trier certaines des affaires de votre père ensemble. À ce sujet, maman, a dit Brandon, posant son verre de whisky avec une précision qui me rappelait son père.
Mélissa et moi avons discuté, et nous pensons qu'il est préférable de régler les choses rapidement. Nous devons tous les deux repartir. Régler les choses? La succession, a précisé Mélissa, faisant défiler son téléphone. La maison, l'entreprise. Brandon et moi devons déterminer les prochaines étapes. J'attendais du chagrin de la part de mes enfants, peut-être quelques souvenirs de leur père. Ce que j'ai eu à la place, c'est une réunion de conseil d'administration. Brandon a ouvert son ordinateur portable sur la table de la salle à manger où nous avions célébré leurs anniversaires, leur remise de diplôme, leur départ. Papa m'en a parlé l'année dernière, a-t-il dit, sans croiser mon regard. Il s'inquiétait que tu gères seul. L'entreprise a besoin de modernisation, d'investissement. La maison est trop grande pour quelqu'un de ton âge. Mon âge, ai-je répété, les mots ayant un goût amer. J'ai géré ce verger aux côtés de votre père pendant 40 ans. Et tu as fait un travail merveilleux, a dit Mélissa de la même voix qu'elle utilisait pour vendre des vitamines hors de prix à des femmes désespérées. Mais il est temps de penser à ton avenir, maman. Une communauté de retraités te donnerait des amis. Des activités. J'ai des amis. J'ai des activités. Ma voix semblait distante, même à mes propres oreilles. C'est ma maison. C'est notre maison à tous. A corrigé Brandon. Et papa a laissé l'entreprise à Mélissa et moi dans le testament. Il voulait que nous prenions soin de toi, mais il savait que l'entreprise avait besoin d'une gestion plus jeune. J'ai regardé mon fils, cet étranger en vêtements coûteux, qui pensait savoir quoi que ce soit sur la terre qu'il avait nourrie, sur les arbres que son père avait soignés pendant la sécheresse, la maladie et le gel. Montre-moi le testament. Il a fait glisser un document sur la table. Pas le papier à en-tête de notre avocat de famille, mais quelque chose imprimé sur le papier à en-tête de l'entreprise de Brandon. La signature de Nicolas semblait fausse d'une manière ou d'une autre, trop parfaite, trop stable pour un homme dont les mains tremblaient de douleur depuis des mois. Vous lui avez fait signer ça alors qu'il était sous morphine. La rage qui est montée en moi à ce moment-là était quelque chose de primal, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis que j'avais vu un renard essayer de se faufiler dans notre poulailler quand les enfants étaient petits. Je l'avais chassé avec un balai et une fureur qui vient de la protection de ce qui vous appartient. Il était lucide, a insisté Brandon. Il voulait que nous prenions un nouveau départ avec l'entreprise. Il y a un promoteur intéressé par le terrain. Un promoteur pour un complexe résidentiel de luxe, a expliqué Mélissa, ses yeux brillants à la perspective de l'argent. Ils paieront 7 millions. Maman, nous pouvons tous prendre un nouveau départ. Un nouveau départ? Comme si la vie que Nicolas et moi avions construite était quelque chose de périmé, quelque chose à jeter. Comme si l'héritage des vergers de la famille Canton, nos pratiques agricoles durables, notre refus de vendre aux grandes chaînes d'épicerie qui exploiteraient nos travailleurs, notre don annuel de 10% de notre récolte aux banques alimentaires locales n'était rien comparé à la perspective de maisons standardisées pour de riches weekenders de Philadelphie. Votre père ne vendrait jamais cette terre pour un projet immobilier, ai-je dit, ma voix plus stable que je ne me sentais. Et je n'ai rien signé. Tu n'as pas besoin de le faire, a expliqué Brandon avec une patience étudiée. L'entreprise était au nom de papa. La maison aussi. La Pennsylvanie n'est pas un état de communauté de biens. Je savais alors qu'ils avaient planifié cela, non seulement après que Nicolas soit tombé malade, mais peut-être avant. Depuis combien de temps mon fils attendait-il que son père meure pour pouvoir liquider l'œuvre de notre vie? Combien de fois Mélissa avait-elle appelé non pas pour prendre des nouvelles de la santé de Nicolas, mais pour s'assurer que leur plan était toujours en marche? J'ai besoin de temps, ai-je dit en me levant. Je vais me coucher. Nous en discuterons demain. Mais il n'y aurait pas de discussion. Pendant que je restais éveillé dans le lit que j'avais partagé avec Nicolas, fixant le plafond et écoutant les craquements familiers de notre vieille ferme, mes enfants faisaient leurs derniers préparatifs. Le matin est venu avec une odeur de café, celui, cher, que Brandon avait apporté de Boston parce que la marque de notre magasin local était imbuvable. Je me suis habillé lentement, mes articulations raides de chagrin et d'âge, et avec la froide certitude de ce que mes enfants étaient devenus. Quand je suis descendu, ils attendaient avec une petite valise que je ne reconnaissais pas. Nous t'avons préparé quelques affaires essentielles, a dit Mélissa d'un ton enjoué. Brandon et moi avons pensé que nous pourrions t'emmener voir Sonny Pinet aujourd'hui. C'est une belle communauté de retraités à seulement 2 heures d'ici. Je ne vais dans aucune communauté de retraités, ai-je répondu en me versant du café.
c'est ma maison. Maman, sois raisonnable, dit Brandon. Les papiers sont faits. Nous signons avec les promoteurs la semaine prochaine. Tu ne peux pas rester ici. J'ai regardé mon fils, puis je l'ai vraiment regardé, et je n'ai rien vu de Nicolas sur son visage. Rien du garçon qui avait autrefois suivi son père à travers le verger à l'aube, posant des questions sans fin sur la pollinisation et la taille. Rien d'autre qu'un étranger qui me voyait comme un inconvénient à gérer. J'ai besoin de mes médicaments dans la salle de bain, ai-je dit doucement. Et j'aimerais prendre quelques photos. Bien sûr, maman, a accepté Mélissa, le soulagement évident dans sa voix. Prends tous les objets personnels que tu veux. Nous pourrons envoyer le reste plus tard. J'ai traversé ma maison une dernière fois, touchant la rempusée que Nicolas avait poncée et revernie tous les 5 ans. Le couvre-lit que ma grand-mère avait fait et qui drapait notre lit. Le siège près de la fenêtre où j'avais lu des histoires à mes enfants les après-midi de pluie. Dans la salle de bain, j'ai récupéré mes médicaments, mais j'ai aussi glissé mon passeport et mon acte de naissance du compartiment caché dans l'armoire à pharmacie, celui que Nicolas avait construit lorsque nous nous étions inquiétés des cambriolages à la fin des années 80. Dans le placard de notre chambre, derrière la collection de chemises en flanelle de Nicolas qui sentait encore légèrement son odeur, j'ai récupéré la petite boîte inifugée contenant la seule chose que mes enfants ignoraient. Quand je suis descendu, mon sac à main plus lourd mais mon cœur étrangement plus léger de résolution, Brandon regardait sa montre. « Prête ?» demanda-t-il. Ce n'était pas vraiment une question. J'ai hoché la tête, laissant Mélissa me prendre le bras comme si j'étais déjà la vieille femme infirme qu'il voulait que je sois. Nous avons roulé dans la voiture de location de Brandon, un SUV noir élégant avec des sièges en cuir qui collaient à l'arrière de mes jambes. J'ai regardé ma maison disparaître par la lunette arrière. Mémorisant la vue des bourgeons printaniers sur les pommiers, le rouge patiné de notre grange, la cheminée en pierre que Nicolas avait reconstruite l'été avant la naissance de Brandon. Nous avons passé le petit centre-ville de Millfield, l'école primaire où j'avais été bénévole, le centre communautaire où j'enseignais encore le quilting le mercredi soir. Mais au lieu de continuer sur l'autoroute vers les plus grandes villes où se regroupaient les communautés de retraités, Brandon a tourné sur la route de Comté 27, une route rurale qui traversait des terres agricoles avant de finalement rejoindre l'autoroute. 20 minutes plus tard, il s'est garé sur le bas-côté, à côté d'un champ vide. Le moteur tournait au ralenti alors qu'il se tournait pour me regarder. « C'est ici que tu descends, maman ?» a-t-il dit, sa voix d'un calme inquiétant. « La maison et l'entreprise sont à moi maintenant. » Quoi? Mélissa a au moins eu la décence d'avoir l'air confuse. « Brandon, qu'est-ce que tu fais? » Ce dont nous avons discuté, a-t-il lancé sèchement. Maman ne va pas nous faciliter la tâche. Elle contestera le testament, fera des scènes, nous embarrassera avec le promoteur. C'est plus propre comme ça. Mais elle a ses médicaments, quelques vêtements. Il y a une station-service à environ 8 km. Elle peut appeler une de ses amies du club de quilting. Il s'est penché par-dessus moi pour ouvrir ma portière. Sors, maman. J'ai regardé mon fils, cherchant le moindre signe de l'enfant que j'avais aimé, et je n'ai rien trouvé. Puis je me suis tourné vers ma fille, dont les yeux écarquillés allaient de l'un à l'autre, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson. « Mélissa ?» ai-je demandé, mais je savais déjà. Elle le suivrait. Elle l'avait toujours fait. « Je suis désolé, maman » a-t-elle chuchoté. « C'est juste que, nous avons besoin de cet argent. J'ai des dettes. » J'ai hoché la tête une fois, j'ai pris mon sac à main et la petite valise qu'ils avaient préparée, et je suis descendu sur le bas-côté en gravier. L'air du printemps était frais, parfumé de terre fraîche et de la promesse de pluie pour plus tard. Je suis resté là, serrant mon sac, alors que Brandon s'éloignait sans un regard en arrière, le visage pâle de Mélissa visible par la lunette arrière jusqu'à ce qu'il passe une colline et disparaisse. Pas de téléphone, pas d'argent, du moins c'est ce qu'il pensait. Juste mon nom et ce qu'il ne savait pas que je possédais encore. Et c'est là que j'ai réalisé que je n'étais pas seul. J'étais libre. Libre de prétendre que ces gens méritaient mon amour simplement parce que je leur avais donné la vie. Libre du poids de l'obligation maternelle envers des enfants qui ne me voyaient que comme un obstacle. J'ai commencé à marcher, non pas vers la station-service que Brandon avait mentionnée, mais vers un avenir qu'il ne pouvait pas imaginer. Dans mon sac à main se trouvait mon passeport, mes médicaments et un acte de propriété. L'acte de propriété original de 20 acres de terrain à mon nom de jeune fille, acheté avant mon mariage avec Nicolas,
avant que les vergers de la famille Canton ne s'étendent. Les 20 acres les plus rentables, en l'occurrence, qui comprenaient les droits d'eau dont tout promoteur aurait besoin. Mes enfants pensaient m'avoir laissé sans rien. Ils étaient sur le point d'apprendre à quel point ils avaient tort. La marche jusqu'à la ville a pris près de 2 heures. Mes chaussures, des ballerines confortables que j'avais portées pour les funérailles de mon mari, n'étaient pas faites pour les routes de campagne. Au moment où j'ai atteint le Miller's Gas & Grocery à l'entrée de Millfield, j'avais des ampoules aux pieds et le soleil de l'après-midi m'avait brûlé le cou. Je m'en fichais. La douleur a le don de clarifier les choses, et à chaque pas, mon objectif s'était cristallisé. Je ne suis pas entré tout de suite. Je me suis assise sur le banc extérieur, regardant les pics UPS et les berlines aller et venir. Des gens normaux menant des vies normales, qui n'avaient aucune idée que Naomi Canton, qui avait jugé leur tarte aux pommes à la foire du comté pendant 20 ans, venait d'être abandonnée comme une bête écrasée par ses propres enfants. Madame Canton? J'ai levé les yeux pour voir Ray Miller lui-même, propriétaire de 3e génération du magasin, s'essuyant les mains sur son tablier. Ça va? Vous avez l'air un peu palote. Je me repose juste, Ray. La journée a été longue. Il a hoché la tête, jetant un coup d'œil à ma valise. Vraiment désolé pour Nicolas. C'était un homme bon. Oui, il l'était. J'ai redressé ma colonne vertébrale. Ray, pourrais-je utiliser votre téléphone? Il semble que j'ai oublié le mien. Bien sûr. Il m'a conduite à l'intérieur, passant devant les réfrigérateurs à bière et les rayons de snacks jusqu'au petit bureau derrière le comptoir. Prenez votre temps. Je n'ai appelé aucune de mes amies du club de quilting comme Brandon l'avait suggéré. J'ai appelé Vincent Hargrove, notre avocat de famille depuis 30 ans. Naomi, j'ai essayé de vous joindre hier. J'ai été surpris de ne pas vous voir à la lecture. Ma main s'est crispée sur le combiné. Quelle lecture? Vincent est resté silencieux un instant. La lecture du testament. Votre fils a présenté un document, mais j'avais des inquiétudes. J'ai essayé de vous contacter. J'ai été indisposé, ai-je dit, ma voix stable malgré la rage qui montait en moi. Vincent, j'ai besoin de votre aide et de votre discrétion. Vous avez les deux. Mon bureau. Dans 1 heure. J'y serai. J'ai acheté un téléphone prépayé bon marché avec de l'argent liquide que je gardais caché dans un compartiment de mon sac à main. De l'argent d'urgence que Nicolas avait insisté pour que nous ayons tous les deux après être tombés en panne avec un pneu crevé des années auparavant. J'ai aussi acheté une bouteille d'eau et un sandwich pour lequel je n'avais aucun appétit. Ray a refusé de prendre mon argent. C'est pour la maison, Naomi. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, demandez. Sa gentillesse a failli me briser. Presque. Mais je n'avais pas pleuré quand on avait descendu Nicolas en terre, et je ne pleurais pas maintenant. Le cabinet d'avocat de Vincent occupait le 2e étage d'une maison victorienne sur la rue principale. Quand sa secrétaire m'a vu, ses yeux se sont écarquillés. Madame Canton, Monsieur Hargrove vous attend. Elle s'est précipitée de derrière son bureau. Puis-je vous apporter quelque chose? De l'eau? Du café? Ça va, Hélène? Merci. Vincent m'a accueilli à la porte de son bureau, sa grande silhouette voûtée par l'âge, mais ses yeux aussi vifs que jamais. Il avait 1 an de moins que Nicolas à l'école, avait géré la constitution de notre société, nos testaments, tout ce qui était juridique dans nos vies. Naomi, il m'a guidé vers un fauteuil en cuir, puis s'est assis non pas derrière son bureau, mais dans le fauteuil à côté de moi. Racontez-moi ce qui se passe. Alors je l'ai fait. La conversation après les funérailles, le testament suspect, le trajet et l'abandon. À chaque détail, l'expression de Vincent s'assombrissait. Le testament qu'ils vous ont montré, a-t-il dit quand j'ai fini, n'était pas le testament que Nicolas et moi avons préparé l'année dernière. Leur document est un faux. Je m'en doutais. J'ai ouvert mon sac à main et j'ai sorti la boîte ignifugée. J'en ai retiré l'acte de propriété des 20 acres originaux. Ils ne sont pas au courant de ça. Vincent a examiné l'acte, hochant lentement la tête. Intelligent. Très intelligent. Vous avez toujours eu une longueur d'avance. Nicolas avait suggéré de mettre cette partie à mon nom de jeune fille lorsque nous nous sommes agrandis pour la première fois. Une assurance, disait-il, au cas où l'entreprise ferait faillite. Et maintenant, c'est une assurance d'un autre genre.
Vincent a posé l'acte avec précaution sur son bureau. Que voulez-vous faire, Naomi? J'ai croisé son regard. Je veux récupérer ma maison. Je veux l'entreprise que mon mari a bâtie, et je veux que mes enfants comprennent exactement ce qu'ils ont fait. Vincent n'a pas bronché devant la froideur de ma voix. Au lieu de cela, il a hoché la tête. Commençons par vous trouver un endroit où rester ce soir. Le B&B de ma sœur a une chambre de libre. Demain, nous commencerons le travail juridique. Non. J'ai secoué la tête. Je dois agir plus vite que ça. Le promoteur signe la semaine prochaine. La compréhension est apparue dans les yeux de Vincent. Vous ne prévoyez pas de passer uniquement par les tribunaux. Les tribunaux sont pour les gens qui ont le temps. Vincent, j'ai une meilleure idée. Ce soir-là, dans le confort fleuri du bed and breakfast Rose Hill, j'ai passé mon premier appel. Pas à mes enfants. Ils pouvaient se demander où j'étais, si j'avais atteint la ville ou si je m'étais effondré sur le bord de la route. Mon appel était pour Harold Winters, le directeur régional de la Pennsylvania Trust Bank, où les vergers de la famille Canton faisaient affaire depuis des décennies. Madame Canton, je suis tellement désolé pour votre mari. Merci, Harold. Je vous appelle car j'ai découvert des transactions préoccupantes et j'ai besoin de votre aide pour protéger ce qu'il reste de notre entreprise. Mon deuxième appel fut pour Martin Adams, l'agent de vulgarisation agricole qui avait travaillé avec nous pendant 15 ans. Naomi, j'étais aux funérailles mais je n'ai pas pu vous parler. Je sais Martin, ça a été chaotique. Écoutez, j'ai besoin d'informations sur un projet de développement potentiel sur des terres agricoles dans le comté. Mon troisième appel fut pour Sophia Delaney, rédactrice en chef de la Gazette de Millfield et cousine au second degré de Nicolas. Ellie, comment tiens-tu le coup? Je me suis inquiété. Je gère, Sophia, mais je pense qu'il y a une histoire qui pourrait t'intéresser, à propos de promoteurs, de terres agricoles protégées et de fraude à l'héritage. À minuit, j'avais passé cet appel, chacun étant un fil de la toile que je tissais. Dehors, les rues tranquilles de Millfield dormaient paisiblement, ignorant que Naomi Canton, toujours la pacificatrice, toujours la nourricière, planifiait une guerre. Le matin, j'ai retrouvé Vincent à son bureau avec un bloc-notes rempli de notes. Je veux que vous geliez les comptes de l'entreprise, lui ai-je dit. Et je veux que vous déposiez une injonction d'urgence sur toute vente de la propriété basée sur le testament frauduleux. Vincent a examiné mes notes, ses sourcils se haussant. C'est complet. J'ai passé 40 ans avec Nicolas. Je connais chaque contrat, chaque client, chaque détail de cette entreprise. Je me suis penché en avant. Et je vais tout utiliser. Vos enfants ne prendront pas ça tranquillement. J'y compte bien. À midi, les pièces étaient en mouvement. Vincent avait déposé l'injonction d'urgence. Harold avait gelé les comptes de l'entreprise en attendant une enquête sur une activité suspecte. Martin avait contacté le Conseil de l'environnement au sujet de zones humides protégées sur le site de développement proposé. Des zones humides qui se trouvaient, par hasard, sur mes 20 acres. Je me suis assise dans le bureau de Vincent, regardant l'horloge approcher de 13 heures, moment où mes enfants découvriraient que leur plan soigneusement construit avait rencontré son premier obstacle. Mon téléphone a sonné, le nouveau prépayé, dont il n'aurait pas dû connaître le numéro. Mais Vincent s'était assuré qu'il l'obtienne. Je l'ai laissé sonner 4 fois avant de répondre, la voix calme. C'est Naomi. Maman. La voix de Brandon crépitait de fureur à peine contenue. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai souri, bien qu'il ne puisse pas le voir. Je ne fais que commencer. Maman, sois raisonnable. La voix de Brandon s'est durcie au téléphone. Tu ne peux pas simplement geler des comptes et déposer des injonctions. As-tu la moindre idée de ce que tu fais à notre accord? Votre accord, ai-je corrigé? Pas le mien, pas celui de votre père. Où es-tu? A coupé Mélissa, sa voix stridente. Brandon m'avait clairement mise sur haut-parleur. Nous étions morts d'inquiétude. Le mensonge flottait entre nous comme un nuage empoisonné. Ils n'avaient pas appelé la police. N'avaient contacté aucun ami. Ils avaient été trop occupés à finaliser leur trahison. Inquiet que j'ai survécu, ai-je demandé, ma voix parfaitement égale. Inquiet que je n'ai pas disparu comme par hasard? Ce n'est pas juste, a gémi Mélissa. Brandon a fait une erreur. Tais-toi, Mélissa, a hurlé Brandon. Je souriais au téléphone,
les voyant déjà se fracturer. Écoutez attentivement. Je vous donne une chance de vous en sortir avec quelque chose. Retirez votre testament frauduleux. Signez pour me rendre l'entreprise et la maison. En retour, je vous donnerai à chacun un paiement unique de 50 000 $. Après ça, c'est fini entre nous. Brandon Harry, un son laid. Tu délires. Tu n'as rien. Le testament est légal. Le testament est un faux. Est intervenu Vincent, se penchant vers le haut-parleur de son bureau. En tant qu'avocat ayant rédigé le véritable testament de Nicolas Canton, je peux en témoigner. Un silence s'est étiré sur la ligne. Vous avez 24 heures, ai-je dit. Après cela, l'offre expire et je lance des poursuites pour fraude. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Vincent s'est adossé à son fauteuil. Vous réalisez qu'ils refuseront probablement. J'y compte bien. Je me suis levé, prenant mon sac. Maintenant, je dois me rendre à la banque en personne. Les 24 heures suivantes passèrent dans un tourbillon de paperasse, d'appels téléphoniques et de réunions discrètes dans des arrière-salles de Millfield. Des gens qui me connaissaient depuis des décennies, nous connaissaient, Nicolas et moi, se sont manifestés avec des informations, des signatures et du soutien, non par pitié, mais par respect, et peut-être avec une pointe de délectation à l'idée de voir les enfants Canton, qui avaient abandonné leur ville natale pour des endroits plus brillants, recevoir leur juste retour de bâton. Le soir, j'avais emménagé dans un petit appartement au-dessus de la boulangerie de Lucille. La propriétaire, Lucille Brennan, était mon amie depuis que nos enfants avaient commencé la maternelle ensemble. Reste aussi longtemps que tu en as besoin, dit-elle en me pressant la clé dans la paume. Ce garçon à toi n'a jamais rien fait de bien pour cette ville. Ni pour toi et Nicolas. J'ai étonnamment bien dormi cette nuit-là, bercé par les odeurs familières de pain et de pâtisserie qui montaient d'en bas. Le matin, je me suis habillé avec des vêtements que Lucille m'avait prêtés, un jean et un pull qui m'allaient assez bien, et je me suis préparé pour la guerre. À 9 heures précises, à l'ouverture du bureau des titres de propriété, j'ai déposé des documents affirmant ma propriété des 20 acres d'origine, une propriété qui incluait la maison principale, la grange et, surtout, l'accès à l'eau dont tout promoteur aurait besoin. À 10 heures, j'ai rencontré le conseil agricole au sujet des servitudes de conservation que Nicolas et moi avions discrètement mises en place des années auparavant. Des restrictions qui rendraient le développement presque impossible, même si Brandon parvenait à vendre. À midi, j'étais assise avec Sophia au bureau de la Gazette de Millfield, fournissant des documents pour un article titré « Un verger local au centre d'un litige d'héritage ». Les plans d'un promoteur menacent des terres agricoles protégées. À 14 heures, mon téléphone sonnait de nouveau. L'offre n'est plus sur la table, ai-je dit en guise de salutation. Maman, tu fais une terrible erreur. La voix de Brandon avait perdu son ton de supériorité, remplacé par quelque chose de plus proche de la panique. Les avocats du promoteur menacent de nous poursuivre si nous ne pouvons pas livrer comme promis. Cela ressemble à votre problème. Notre problème ? A interrompu Mélissa. Maman, s'il te plaît. J'ai utilisé l'avance pour rembourser des dettes. Si ça tombe à l'eau, je serai ruiné. Tu aurais dû y penser avant de me laisser sur le bord de la route. C'était l'idée de Brandon, a-t-elle crié. Je ne savais pas jusqu'à ce qu'on soit déjà en route. La trahison entre eux ne me donnait aucune satisfaction. Rien dans tout cela ne me donnait de satisfaction, seulement un sentiment froid et nécessaire que justice était rendue. Les relevés bancaires montrent que tu as retiré 50 000 $ 3 jours avant les funérailles de ton père, Mélissa. J'ai gardé ma voix clinique, détachée. Tu planifiais déjà ton nouveau départ, n'est-ce pas? Elle s'est mise à sangloter. Des pleurs dramatiques et haletants que j'avais entendus d'innombrables fois quand elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Il est trop tard pour les larmes, ai-je continué. Vincent enverra les papiers. Vous signerez tous les deux, renonçant à toutes les revendications sur les vergers de la famille Canton et la maison. En retour, je ne porterai pas plainte pour fraude, tentative de maltraitance de personnes âgées et vol. Et les 50 000 ? A demandé Brandon, son esprit d'homme d'affaires calculant toujours. Cette offre a expiré, ai-je répondu. Vous évitez la prison, c'est tout. J'ai raccroché, posé le téléphone et regardé par la fenêtre du bureau de Vincent la ville où j'avais passé toute ma vie d'adulte. De l'autre côté de la rue, le marché des fermiers s'installait, comme chaque jeudi. Les gens vaquaient à leurs occupations, saluaient leurs voisins,
examenaient les produits, menaient des vies normales où les enfants n'abandonnaient pas leur mère sur le bord de la route. Ils vont se battre, a dit Vincent, posant une tasse de thé à côté de moi. Qu'ils le fassent. Je n'ai pas touché le thé. J'ai un dernier appel à passer. J'ai composé un numéro que j'avais mémorisé des décennies auparavant, mais rarement utilisé. Robert, c'est Naomi Canton. Je pense qu'il est temps que je te demande de me rendre cette faveur. Robert Wilson avait été le colocataire de Nicolas à Penn State avant qu'aucun d'eux ne me rencontre. Ils étaient restés amis même après que Robert ait déménagé à Philadelphie pour créer ce qui allait devenir l'un des plus grands cabinets d'avocats en droit immobilier de l'État. Il y a 30 ans, Nicolas avait prêté de l'argent à Robert lorsque son premier cabinet s'était effondré. De l'argent qui avait aidé à reconstruire une pratique maintenant connue pour détruire les promoteurs prédateurs. Naomi, sa voix était chaleureuse de reconnaissance. J'avais l'intention d'appeler depuis que j'ai appris pour Nicolas. Je suis vraiment désolé. Merci, Robert. J'ai besoin de ton aide pour une situation. J'ai tout expliqué. Le faux, l'abandon, le promoteur. Robert a écouté sans interruption. Et quand j'ai fini, le silence s'est étiré si longtemps que j'ai cru que nous avions été déconnectés. Je serai à Millfield demain matin, a-t-il finalement dit, sa voix tendue de colère contenue. Ces promoteurs, Platinum Acre, ils sont sur notre radar. Naomi, ce qu'ils prévoient viole au moins 6 réglementations environnementales. Nous cherchions un moyen de les arrêter. Et maintenant, vous en avez un. Oui. Je pouvais l'entendre feuilleter des papiers. Ne signe rien avant mon arrivée. Et Naomi, je suis désolé pour tes enfants. J'ai cessé d'avoir des enfants il y a 3 jours, ai-je répondu. Maintenant, je n'ai que des adversaires. Ce soir-là, je me suis assise dans la cuisine de Lucille alors qu'elle fermait la boulangerie, buvant du thé et la regardant préparer la pâte pour le matin. Tu devrais essayer de manger quelque chose, dit-elle en désignant le sandwich qu'elle m'avait préparé. Tu as besoin de force. Je n'ai pas faim. Je n'avais plus d'appétit depuis la mort de Nicolas. La nourriture était du carburant maintenant. Rien de plus. J'ai entendu dire que Mélissa séjournait au Millfield Inn. A dit Lucille, pétrissant avec des mouvements experts. Brandon est toujours à la maison. Les gens parlent. Laisse-les parler. Le bouche à oreille de la petite ville avait toujours agacé mes enfants, mais maintenant il me servait. Chaque mouvement qu'il faisait, je le savais en quelques heures. L'article de Sophie paraît demain, a poursuivi Lucille. En première page. J'ai aussi reçu un appel du Philadelphia Inquirer. Ils veulent reprendre l'histoire. Quelque chose à propos du promoteur ayant des problèmes avec d'autres projets. J'ai hoché la tête, sans surprise. L'appel de Robert avait confirmé ce que je soupçonnais. Platinum Acre avait l'habitude de cibler des propriétaires fonciers vulnérables, en particulier les personnes âgées, avec des promesses qu'ils n'avaient jamais l'intention de tenir. Ai-je bien fait de les élever comme nous l'avons fait? La question m'a échappé avant que je puisse l'arrêter. Pas de la sentimentalité, mais une véritable curiosité sur là où j'avais échoué. Les mains de Lucille se sont immobilisées dans la pâte. Toi et Nicolas étiez de bons parents, Ellie. Certaines personnes finissent simplement par mal tourner, peu importe la terre dans laquelle elles sont plantées. J'ai accepté sa réponse d'un signe de tête, repoussant la question inutile. Cela n'avait plus d'importance. Le passé était enterré avec Nicolas. Seul l'avenir et ma vengeance restaient. Le matin a apporté Robert Wilson, impeccablement vêtu d'un costume qui coûtait probablement plus que 3 mois de bénéfices de Canton Orchard, entrant dans le bureau de Vincent avec 2 associés à sa suite. Naomi, il m'a brièvement étreinte, puis s'est immédiatement mis au travail. Nous avons déjà déposé des injonctions contre Platinum Acre dans 3 comtés. Maintenant, nous ajoutons le vôtre à la liste. Pendant les 2 heures suivantes, j'ai observé un maître à l'œuvre. Robert ne comprenait pas seulement la loi. Il la maniait comme un scalpel. Précis et dévastateur. À midi, il avait rédigé des documents qui non seulement bloqueraient la vente, mais déclencheraient potentiellement une enquête de l'État sur le promoteur. Les signatures de vos enfants, a-t-il dit en faisant glisser des papiers sur le bureau de Vincent. Nous en avons besoin pour qu'ils renoncent officiellement à leurs droits basés sur le testament frauduleux. Vincent dit qu'il refuse. Ils signeront, ai-je dit avec certitude. Ils ont juste besoin de la bonne motivation.
J'ai sorti mon téléphone et passé un autre appel. Celui-ci à Thomas Winters, le fils d'Harold et le procureur adjoint du comté. Thomas, c'est Naomi Canton. J'aimerais discuter du dépôt de charges criminelles. Robert a haussé un sourcil mais n'a rien dit alors que j'organisais une réunion pour plus tard dans l'après-midi. Quand j'ai raccroché, il a hoché la tête avec approbation. Tu as toujours été plus coriace que Nicolas ne le pensait. Nicolas savait exactement à quel point j'étais coriace, ai-je corrigé. Il n'a simplement jamais pensé que j'aurais besoin de l'utiliser contre nos propres enfants. Juste après 14 heures, mon téléphone a de nouveau sonné. Brandon. Sa voix était sèche et formelle. Nous signerons les papiers, mais nous voulons quelque chose par écrit disant que tu ne porteras pas plainte. J'ai déjà offert ça hier. Les termes ont changé. Que veux-tu? Il semblait vaincu, ce qui ne me donnait aucun plaisir. Sois au bureau de Vincent à 16 heures. Amen Mélissa. J'exposerai mes conditions à ce moment-là. Quand ils sont arrivés, j'étais déjà assise entre Robert et Vincent. Un front uni de puissance juridique. Mes enfants avaient l'air terribles. Brandon mal rasé, sa chemise chair froissée, Mélissa avec du maquillage qui avait coulé et les cheveux attachés en une queue de cheval hâtive. Aucun des deux ne pouvait croiser mon regard. Asseyez-vous, ai-je dit en désignant les chaises en face de nous. Ça ne prendra pas longtemps. Robert a fait glisser les documents sur la table. Madame Canton a accepté de ne pas porter plainte pour le testament falsifié, la fraude, la maltraitance de personnes âgées et la tentative de vol d'actifs commerciaux d'une valeur d'environ 12 millions de dollars. En échange, vous signerez tous les deux ces papiers reconnaissant que le testament était frauduleux, renonçant à toutes les revendications sur les vergers de la famille Canton, la propriété résidentielle et tous les actifs associés. Brandon a parcouru le document, son visage pâlissant. Ça dit que nous renonçons entièrement à notre héritage. Oui, ai-je dit simplement. Mais... a commencé Mélissa. C'est exactement ce que vous avez essayé de me faire, ai-je terminé pour elle. À une différence près. Je vous offre une porte de sortie légale, pas un abandon sur le bord de la route. Maman, s'il te plaît. La voix de Mélissa s'est brisée. Je sais que nous avons fait une terrible erreur, mais... arrête. J'ai levé la main. Ce n'est pas une négociation. Signez ou je traverse la rue pour aller au bureau du procureur et porter plainte. Thomas Winters attend mon appel. À la mention du procureur adjoint, le visage déjà pâle de Brandon est devenu cendré. Il connaissait Thomas du lycée, un autre garçon du coin qu'il avait méprisé et qu'il avait maintenant dépassé. Tu ferais vraiment ça? Envoyer tes propres enfants en prison. Il y avait une véritable incrédulité dans sa voix, comme si la femme qui lui avait préparé ses biscuits préférés et pansé ses égratignures d'enfance ne pouvait pas être aussi froide, aussi impitoyable. La femme qui vous aurait tout pardonné est morte sur la route de Comté 27, ai-je répondu d'un ton égal. Vous l'avez laissée dans la poussière. Brandon a détourné le regard le premier, puis a pris le stylo que Vincent lui tendait. Sa signature était tremblante mais lisible. Mélissa a mis plus de temps, des larmes tombant sur le papier alors qu'elle signait son nom. Qu'est-ce qui se passe maintenant? A-t-elle demandé d'une petite voix. Maintenant, vous quittez Millfield. Ai-je dit en rassemblant les documents signés. Tous les deux, aujourd'hui. Si je vous revois l'un ou l'autre dans cette ville, je porterai plainte, peu importe ce que vous avez signé. Et le promoteur, a demandé Brandon. Une dernière tentative pour sauver quelque chose. Robert a souri finement. Platinum Acre sera officiellement informé que la propriété n'est pas et n'a jamais été à vendre. Ils recevront également une notification de notre intention de les poursuivre pour leur participation à ce qui semble être un complot visant à escroquer une veuve. Ils sont partis sans un mot de plus, les épaules affaissées par la défaite. J'ai regardé par la fenêtre de Vincent alors qu'ils marchaient séparément vers leur voiture. Brandon vers sa voiture de location, Mélissa vers son cabriolet rouge flashy que Nicolas l'avait aidé à acheter l'année dernière. Aucun des deux n'a regardé en arrière vers le bureau. Aucun des deux ne s'est regardé. C'est fait, a dit Vincent doucement, plaçant les documents dans son coffre-fort. Mais ce n'était pas fini. Pas encore. La bataille juridique était gagnée, mais la guerre, ma guerre, avait un dernier acte. J'ai besoin qu'on me conduise, ai-je dit à Robert. Où ça? À la maison.
La ferme des Cantons était exactement comme je l'avais laissée 4 jours plus tôt. Le bardage blanc brillant sous le soleil de fin d'après-midi. Le fauteuil à bascule de Nicolas toujours sur le porche avant où il avait passé ses derniers jours mobiles à regarder le verger fleurir. Seule la voiture de location de Brandon dans l'allée marquait un changement. « Tu veux que j'entre avec toi ?» a demandé Robert alors qu'il se garait derrière. « Non, cette partie, je la fais seule. » À l'intérieur, la maison était d'un calme inquiétant. J'ai traversé le rez-de-chaussée, notant de petites perturbations. L'ordinateur portable de Brandon sur la table de la salle à manger. Un verre de whisky à moitié vide à côté. Des chaussures boueuses près de la porte qu'il n'aurait jamais laissées là quand il vivait ici. « Brandon » ai-je appelé, ma voix résonnant dans les pièces qui avaient été témoins de 40 ans de ma vie. Aucune réponse. J'ai monté les escaliers, ma main traînant sur la rampe que Nicolas avait sculptée à la main notre première année dans la maison. En haut, j'ai remarqué la porte de notre chambre, entr'ouverte, la lumière se déversant dans le couloir. Je l'ai poussée. Brandon se tenait près de la fenêtre, regardant le verger, le dos tourné. La pièce avait été saccagée, les tiroirs de la commode sortis, les portes du placard ouvertes. Les affaires de Nicolas s'éparpillaient sur le lit que nous avions partagé pendant 4 décennies. « Tu cherches quelque chose ?» ai-je demandé froidement. Il n'a pas sursauté. Ne s'est pas retourné. Je sais qu'il doit y avoir plus. Papa ne t'aurait pas tout laissé. Ton père me faisait confiance. Quelque chose que tu n'as clairement jamais appris à faire. Maintenant, il s'est retourné. Son visage était tordu par un mélange de rage et de désespoir. Tu as tout détruit. L'accord est tombé à l'eau. Les créanciers de Mélissa appellent. Mon cabinet enquête sur la raison pour laquelle j'ai pris autant de temps libre sans explication. Les actions ont des conséquences, ai-je répondu simplement. C'est ça que c'est? Une leçon? Il a ri amèrement. Toujours la prof, même maintenant. Pas une leçon, ai-je corrigé. La justice. Je me suis dirigé vers la bibliothèque et j'ai sorti un vieil exemplaire relié en cuir de Walden de Thoreau, le livre préféré de Nicolas, celui qu'il me lisait à voix haute pendant les longues soirées d'hiver quand les enfants dormaient. Entre ces pages, j'ai retiré une enveloppe scellée. Ton père a écrit ça pour toi la semaine avant de mourir. J'allais te la donner après les funérailles. Avant de comprendre ce que tu étais vraiment. Brandon a tendu la main pour la prendre, mais je l'ai retenue. As-tu même pleuré sa mort? Ou étais-tu trop occupé à planifier comment profiter de son décès? Quelque chose a traversé son visage. Peut-être la honte. Peut-être juste l'agacement d'avoir été pris. J'aimais papa. Tu aimais ce qu'il fournissait, ai-je corrigé. La sécurité, le statut, le filet de sécurité pour tes entreprises plus risquées. C'était quoi cette fois, Brandon? Un autre mauvais investissement? Des dettes de jeu? Son silence était une réponse suffisante. Ton père a bâti quelque chose qui aurait pu subvenir aux besoins de générations si tu avais eu la patience de le cultiver. J'ai posé l'enveloppe sur la commode. Au lieu de ça, tu as essayé de le vendre pour de l'argent rapide. Le commerce des vergers est en train de mourir, a-t-il lancé. Papa était trop têtu pour le voir, trop attaché à des méthodes dépassées. Le projet immobilier vous aurait rendu riche. Ai-je terminé, tout en détruisant tout ce que votre père appréciait, tout ce que j'appréciais. Tu aurais pu avoir une retraite confortable, un appartement en Floride. Pas de souci. Sauf le souci de vivre en sachant que j'avais permis que l'héritage de mon mari soit rasé pour des maisons de vacances. Brandon a secoué la tête comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Même maintenant, il ne pouvait pas comprendre. Prends la lettre et va-t'en, ai-je dit. Lis-la ou non, mais quoi qu'il en soit, c'est la dernière fois que tu mettras les pieds dans cette maison. Il a arraché l'enveloppe et m'a bousculé sans un mot de plus. J'ai écouté ses pas dans les escaliers, le claquement de la porte d'entrée, le moteur de sa voiture de location rugissant. Ce n'est que lorsque le son s'est estompé que je me suis permis de m'asseoir sur le bord du lit, entouré des débris de la dernière violation de Brandon. Je n'ai pas pleuré. Je n'avais pas pleuré depuis ce moment sur la route de Comté 27 où j'avais réalisé que mes enfants étaient devenus des étrangers. Au lieu de cela, j'ai commencé à remettre la pièce en ordre, pliant les chemises en flanelle de Nicolas qui sentait encore légèrement son odeur, rassemblant les photographies éparpillées, restaurant l'ordre dans le chaos que mon fils avait laissé derrière lui.
À la tombée de la nuit, je suis allé à la cuisine et j'ai préparé une tasse de thé, l'emportant sur le porche avant, où je me suis installé dans le fauteuil à bascule de Nicolas. Au-dessus de moi, les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel clair du printemps. En bas, le verger s'étendait dans l'obscurité. Les arbres que nous avions plantés ensemble, maintenant matures et forts. Mon téléphone a sonné. Vincent prenait de mes nouvelles. Je suis à la maison, lui ai-je dit. Brandon est parti. Et tu es bien là, seul? Je suis seul depuis la mort de Nicolas, ai-je répondu. La différence, c'est que maintenant, je le sais. 3 mois plus tard, j'étais assise dans le même fauteuil, regardant le soleil d'été se coucher sur un verger lourd de fruits mûrissants. La récolte serait bonne cette année, peut-être notre meilleure. Non pas que je m'en occuperais seul. La nouvelle gérante que j'avais embauchée, la fille de Martin Adams, Lisa, s'était déjà montrée plus que capable. Mon téléphone a sonné avec un texto de Lucille. Encore en première page. Je pensais que tu voudrais voir. L'image jointe montrait la section économique du Philadelphia Inquirer. Le PDG de Platinum Acre inculpé dans une affaire de fraude. Le sous-titre mentionnait les vergers de la famille Canton comme l'affaire qui avait déclenché l'enquête, révélant finalement un schéma d'exploitation des personnes âgées s'étendant sur 3 États. J'ai posé le téléphone, ne ressentant rien d'autre qu'une satisfaction tranquille. La justice, pas la vengeance, bien que peut-être les deux soient la même chose après tout. Un autre texto est arrivé. Celui-ci d'un numéro inconnu. Maman, s'il te plaît. Ça fait des mois. On peut parler? M. Je l'ai supprimé sans répondre, tout comme j'avais supprimé les 12 précédents. Mélissa avait commencé à me contacter après que le scandale ait éclaté. Après que ses créanciers aient pris sa voiture, son appartement, tout ce qu'elle possédait pour couvrir les dettes qu'elle avait accumulées, s'attendant à la manne de la vente du verger. Brandon ne m'a jamais contacté du tout, bien que Vincent ait entendu dire qu'on lui avait demandé de démissionner de son cabinet lorsque son lien avec l'enquête pour fraude a été révélé. Mes enfants apprenaient la plus dure des leçons. Que certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent jamais être reconstruits. Que certaines trahisons coupent trop profondément pour le pardon. Alors que l'obscurité s'installait sur le verger, je me balançais doucement, écoutant les bruits de la nuit, le chant des grillons, un hibou lointain, le craquement du fauteuil contre les planches usées. Sur mes genoux reposait un cahier où j'avais commencé à esquisser des plans pour l'avenir des vergers de la famille Canton. Un restaurant de la ferme à la table dans l'ancienne grange, des programmes éducatifs pour les écoles locales, l'expansion de nos pratiques biologiques. Nicolas aurait adoré ces idées. Nous avions discuté de rêves similaires avant que sa maladie ne consume nos conversations avec des traitements et la gestion de la douleur. Je le fais, Nicolas, ai-je chuchoté à l'air de la nuit. Tout ce que nous avions prévu, tout ce qu'ils ont essayé de détruire. Demain, je rencontrerai l'avocat chargé de la création de la bourse agricole Nicolas Canton, un fonds pour les étudiants locaux poursuivant une agriculture durable, financé par les bénéfices que mes enfants avaient tenté de voler. La semaine prochaine, j'organiserai le premier dîner communautaire de la récolte, invitant les voisins et les amis qui s'étaient ralliés à moi quand j'en avais le plus besoin. Et dans les soirées tranquilles, je m'assiérai ici, dans le fauteuil de Nicolas, veillant sur le verger que nous avions bâti. L'héritage qui continuerait sans nos enfants. Fort et durable comme les arbres eux-mêmes. Pas seul, après tout, juste libre. Voilà mon histoire. Certains d'entre vous me jugeront peut-être dur, impitoyable. Certains pourraient appeler cruauté le fait de couper les ponts si complètement avec ma propre chair et mon propre sang. Mais souvenez-vous de ce que je vous ai dit au début. La trahison de ceux que vous avez portés dans votre cœur est une blessure qui vous transforme. Elle consume la sentimentalité et laisse quelque chose de plus dur, de plus clair à sa place. Mes enfants ont fait leur choix ce jour-là sur la route de Comté 27. J'ai fait le mien chaque jour qui a suivi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de commenter d'où vous regardez. 100. Reflame widgets. Value. Горизонтальное это что? Это Y или X? Это Y или X? Горизонтальное. Чё ржете, я спрашиваю, блядь? Серьезный вопрос задал. Горизонтально это X, да?
Верю. 485. Да. Так, теперь надо как-то центральнуть. Блять, от чего-то бы хотя бы отталкиваться. Не подсказывайте. Подсказывайте. Что значит не подсказывайте? Я еще ебать вас буду. Так, 500, 500, 500. 510. 510. 510. Нейро Скайрим, где? А ты задонатил? Нет. Вот и нет Нейро Скайрима. Вот и нет Нейро Скайрима. Сколько? 180 рублей? Косарь где-то примерно. Несколько косарей нейронку, за нейронку надо отдать. И еще 1,5К за мозги. Ну, за озвучку. Точнее, за мозги где-то несколько косарей. И за озвучку, ну, 1,5 косаря. Там на месяц, я думаю, хватит наиграться. Че дум? Хуя себе. Ну, а я про что? Не бесплатно? Не бесплатно. Как думаете, вот 100-100 у маны это по центру? Как думаете? Циферки я центрую, блядь. Я циферки на манобаре центрую. 100-100. Выглядит как будто да. Так. Линейка есть. Кстати, блядь, есть ведь. Подожди. Есть ведь линейка. Так, сейчас мы отцентруем этот интерфейс ебаный. Васянский. Полоска сама 7 сантиметров. Надо немного левее сдвинуть. Вот чуть-чуть левее сдвинуть. Тогда она точно по центру будет вообще. На миллиметр. На миллиметр надо. Вот сюда вот. Вот так вот. Так. Вот так вот. Вот сюда вот. Так. На миллиметр буквально сдвинуть. Так, подожди. Так вот. Три с половиной, это вот. Знаешь, чтобы она была. Перестарался. Зеленый криво, да, мы сейчас это сначала с синего начну.